Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de L'étranger d'Albert Camus. L'étranger, qui est un roman probablement que vous avez tous lu, relu, re-relu. Il fait chaud, oui. Donc nous sommes en mois de juin. Et on ne va pas se plaindre d'avoir chaud. Hein, je pense qu'il y a plein de gens en France qui se plaignent qu'ils ont froid. Hein, donc on va être un petit peu stoïcien ou épicurien. Hein, on va essayer de supporter au mieux cette intolérable chaleur. Hein, et on va essayer de survivre quand même. Hein. Alors, pour résumer le propos de son roman, Albert Camus disait: dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Ah, c'est fort. C'est fort. Si vous connaissez l'histoire de L'étranger, vous comprenez pourquoi. Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Et à la fin, vous saurez pourquoi il a pu dire ça. Donc, L'étranger, c'est un roman qui paraît en 1942, la même année qu'un essai qu'il publie aussi, qui est Le mythe de Sisyphe. À cette époque, Camus n'est pas encore connu, guère connu. Ça ne fait que 2 ans qu'il a quitté l'Algérie, sa terre natale, et il n'a publié que 2 ouvrages. Un recueil de récits qui s'appelle L'envers et l'endroit, qui est paru en 1937, et puis un autre essai, Noces, au pluriel, en 1939. Magnifique essai. Donc voilà les 2 œuvres qu'il a déjà publiées. Et en 1942, coup sur coup, Le mythe de Sisyphe et L'étranger. On peut donc affirmer que c'est le premier roman, les autres étant plutôt des essais, le premier roman de Camus. Et c'est L'étranger qui, avec cette description si particulière de la nature humaine, la condition humaine, qui va le faire connaître, qui va le révéler au grand public. C'est un roman écrit à la première personne, dans un style très particulier, d'abord très dépouillé, comme assez froid et distant même, pendant toute la première partie, et puis dans un style plus lyrique, plus construit dans la seconde partie. Il faut reconnaître que c'est une des œuvres du XXe siècle les plus lues et les plus étudiées en France et dans le monde. C'est une œuvre repère, et pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays étrangers. Il a été traduit dans plus de 40 langues, et multiples sont les interprétations de l'œuvre. Alors, l'histoire en elle-même est très simple, je vous la rappelle. Meursault, c'est le nom du héros, est un employé modeste qui travaille à Alger. Il perd sa mère, il assiste à ses obsèques sans exprimer apparemment d'émotion particulière. Et puis, quelques jours après, revenu à Alger, un dimanche, entraîné dans une rixe par un de ses relations, un de ses copains, une de ses connaissances, eh bien, il tue un arabe qu'il ne connaissait pas, sans raison particulière. Et voilà comment se termine la première partie après ce meurtre. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent.
Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. C'est ainsi que se termine la première partie et la seconde partie du roman, puisqu'on a 2 parties égales. La seconde partie va raconter le procès de Meursault. Et ce procès, évidemment, se passe mal pour lui. Comme il a enterré sa mère sans manifester d'émotion, qu'il a entamé une relation amoureuse le lendemain des obsèques, qu'il est allé voir un film drôle avec Fernandel le lendemain des obsèques, toujours avec cette nouvelle amie, eh bien l'institution judiciaire va faire de lui un être monstrueux, inhumain, un homme dénaturé, et va donc le condamner à mort. Sans aucune circonstance atténuante. Et dans sa cellule, donc Meursault évidemment est emprisonné, dans sa cellule, en attendant le verdict définitif, eh bien il réfléchit, il se pose un certain nombre de questions que semble-t-il il ne s'était pas posées jusqu'alors, et il va refuser le secours de la religion, qui est symbolisé par la visite d'un aumônier, l'aumônier de la prison, et il refuse ce qui est pour lui une sécurité inutile, et à la fin, pratiquement à la dernière page, c'est absolument magnifique, et c'est de mon point de vue le tournant du roman, il se met en colère. Il a un accès de colère. Lui qui, jusqu'alors, avait toujours été calme, presque comme indifférent au monde et aux autres, un accès de colère qui va tout faire basculer, dans le sens où il va trouver la paix, la sérénité, et il va se rendre compte qu'il a été heureux et qu'il l'est toujours. Alors que, peut-être, quelques jours après, il sera guillotiné, il sera exécuté. Ou peut-être pas. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il attend cette exécution, donc dans ce dernier état qu'il atteint de tranquillité, de sérénité, presque de bonheur. Et cette exécution, il y a un doute dans le roman, puisqu'elle n'arrivera peut-être jamais, parce qu'il évoque l'idée d'une grâce, il sera peut-être gracié, et il évoque aussi la possibilité d'un pourvoi, c'est-à-dire que ça serait reporté. Et donc, on ne sait pas en définitive, mais peu importe, en fait. Puisque ce qui est important, c'est la description de son état intérieur. Et le roman se termine sur cette phrase un peu énigmatique, qui est que pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seule, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. C'est étrange. Je ne cache pas que malgré les milliers et les milliers de pages qu'on peut lire sur l'étranger de Camus, c'est un roman qui porte vraiment très très bien son nom,
puisqu'on a beau donner des clés, hein, je vais vous en donner quelques-unes qui n'ont pas du tout la prétention d'être exhaustives. C'est un roman et c'est une description qui demeure étrange, hein, et qui fait se poser un certain nombre de questions. Alors à sa sortie, donc on est en pleine guerre, 1942, et les critiques vont à la fois l'accueillir et faire leur papier, à la fois sur la forme et le fond. Sur la forme, donc sur le côté stylistique, hein, ils vont évoquer, ils vont noter l'influence du roman américain sur l'étranger, cet emploi continuel de la première personne, du passé composé dans toute la première partie, et l'importance des détails concrets, c'est-à-dire dans ce style très dépouillé, très dépouillé, de description d'un certain nombre d'actions qui sont faites, hein, et qui s'enchaînent plus ou moins les unes aux autres. Et il note aussi toute une évolution de l'écriture, d'abord très dépouillée, très froide dans la première partie, et puis une écriture qui va devenir un peu plus lyrique, plus construite, avec la notion de temporalité dans la seconde partie, hein, une écriture qui va avoir une plus grande ampleur. Alors, comme exemple de cette écriture dépouillée de la première partie, vous connaissez sûrement, hein, le début du roman. Quelques exemples. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. Voilà, j'ai pris l'autobus à 2 heures, il faisait très chaud, j'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie, parce qu'il fallait que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ, etc. etc. Vous voyez donc des phrases très courtes, descriptives, sans aucune émotion, dépouillées, pas plus dépouillées. Alors sur le fond, ça c'est au niveau stylistique, sur le fond du roman, beaucoup d'exégèse. Bien entendu, on va parler de l'absurde, qui est un des thèmes majeurs de Camus, de l'absurde, d'un personnage absurde, d'un monde absurde. On a aussi parfois rattaché le roman à l'existentialisme, notamment à l'existentialisme sartrien. Puis, on est revenu plus au texte lui-même. Et il faut savoir qu'il y a peu d'œuvres qui ont suscité, enfin peu d'œuvres contemporaines, hein, qui ont suscité autant d'interprétations philosophiques, sociopolitiques même. J'en veux pour preuve le fait qu'il ait été remis un petit peu sur le devant de la scène en 2013. Vous avez peut-être entendu parler de ce roman, de cet essai de Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, hein, qui a fait pas mal parler, surtout en Algérie d'ailleurs, puisqu'il voulait se placer du point de vue du frère de l'arabe assassiné, pour montrer toute la dimension politique,
hein, enfin, pour expliquer un certain point de vue de l'islam en Algérie actuelle. Mais toujours est-il que, probablement c'est un propos tout à fait différent, hein, de ce qu'a voulu dire Camus à l'époque, mais il n'empêche qu'il s'est inspiré de ce personnage de Meursault. Donc beaucoup d'interprétations, bien entendu Sartre qui a réagi, qui aimait bien ce texte, Blanchot, Barthes, Robbe-Grillet, René Girard aussi, de son interprétation. Il a été adapté à la scène, hein, et Luchino Visconti en a fait un film en 1967. Donc une œuvre vraiment incontournable et qui évidemment mérite qu'on s'interroge dessus. Alors la première partie de l'étranger présente des faits, simplement des faits, relatés au jour le jour par Meursault, qui est le héros et qui est le narrateur en même temps, très scrupuleux, de décrire ce qu'il vit, mais sans conscience apparente. Il parle de lui comme s'il s'agissait d'un autre, hein, comme s'il était étranger à lui-même, mais sans du tout se revendiquer comme tel. C'est pour ça que c'est une succession de phrases, d'actions, de choses qui se passent. La seconde partie, dont Meursault est toujours le narrateur, montre comment des magistrats, le procureur notamment, l'avocat général, vont imposer à ces faits un sens qui lui est défavorable. C'est une interprétation de ce qui a été vécu par Meursault pendant la première partie, et les gestes les plus insignifiants, les témoignages de ses amis aussi, de ces quelques amis qui viennent témoigner, tout se retourne contre lui. Et cet acte irréfléchi, ce meurtre, cet assassinat irréfléchi, se transforme lors du procès en manifestation de sa monstruosité. Comme on le verra, Meursault n'est pas un rebelle. Pire, il est inhumain. Il est un monstre parce qu'il a tué sans raison. Et on le voit bien au moment du procès, il suffirait qu'il manifeste une affection rétrospective envers sa mère, qu'il fournisse un mobile acceptable pour son crime, ou qu'il exprime les marques d'un remords, aussi petit soit-il, ou d'un repentir, qu'il travestisse ou qu'il exagère ses sentiments. Tout cela aurait peut-être suffi pour lui obtenir, peut-être pas grâce ou un non-lieu, mais des circonstances atténuantes. Et à tout ceci, Meursault se refuse. Il refuse. Il reste vraiment campé, cette position. Il refuse de jouer le jeu des conventions sociales, même pour sauver sa tête. Vous voyez, on est un peu à l'antithèse par rapport à la semaine dernière, au mot de Sartre. On voyait le jeune Poulou se construire tout un personnage pour plaire. Vous vous rappelez ? Construire un personnage pour plaire aux autres, pour être aimé des autres, pour avoir la reconnaissance des autres. Bon, là, on est vraiment à l'opposé. Il n'y a pas plus opposé. Il sait ce qu'il faudrait faire pour sauver sa tête et il ne le fait pas. Il s'y refuse, il persiste. On ne lui fera pas dire ce qu'il ne ressent pas, ce qu'il ne pense pas. Et donc, tout au long du récit, Meursault s'efforce d'énoncer ce qu'il ressent. Rien de plus, rien de moins. Et quand il n'a rien à dire, il se tait. Et ceci aussi est suspect. Par rapport aux mots, c'est avant, après... Les mots, c'est bien après. Les mots, c'est bien après. Oui, puisque là, on est en 1942, les mots étaient publiés en 64. D'accord. Donc, on est bien avant. Et donc,
il a un parler qui se veut vrai, hein, un souci presque maniaque du mot juste, et donc c'est ce qui fait que l'appareil judiciaire va se monter contre lui. Et pratiquement jusqu'à la fin, ce personnage de Meursault va garder vraiment une fascinante étrangeté. Hein. Meursault est étranger. Il n'est pas un étranger, il est étranger. Il mène une vie banale, la vie d'un petit employé. Il n'a pas... c'est un petit poste hein, qu'il a, il n'a pas de responsabilité particulière, il n'a pas de problème particulier. Il ignore l'ambition, il ignore la haine, il ignore la jalousie. Ses rapports avec ses semblables, que ce soit ses collègues, son ami, ses relations, tout ça reste assez superficiel ou convenu. C'est convenu. Il vit selon la nature, hein, sa nature, ses besoins, et pas selon un code. Il ne vit pas selon les codes, hein, les codes de la société. Et ce sont ses besoins physiques qui dominent dans cette description et qui prévalent sur ses sentiments. Il a faim, il a soif, il a sommeil, hein, et donc quand il a faim, il mange, quand il a sommeil, il dort, quand il a soif, il boit. Voilà. Et il fuit tout ce qui pourrait lui procurer du déplaisir ou de la souffrance. Il est comme un exilé, en fait, au milieu des hommes. Il est étranger, exilé, alors qu'il vit hein, en société. Et donc, dans la première partie du roman, il se montre très passif, dans une sorte de routine. Les jours s'écoulent, il rencontre des gens, il travaille à son patron. Tout cela est assez décrit de manière très neutre. Et il est exilé, il est étranger, mais il n'a pas conscience de cette étrangeté. Enfin, c'est comme s'il n'avait pas conscience de cette étrangeté. Il ne revendique rien de cette étrangeté. Il n'éprouve aucune animosité à l'égard de personne, et à l'égard des Arabes non plus. Il est tout à fait neutre. Il n'éprouve aucune amitié non plus particulière. Il vit dans un autre monde. Nous sommes dans l'Algérie donc des années 40, à une époque où, bien sûr, la décolonisation n'est pas entamée, et où, en tout cas à Alger, il y a une sorte de juxtaposition des communautés, avec des tensions, certes, mais des tensions qui sont assez larvées. Je donnerai quelques exemples après de cette sorte de coexistence quand même plus ou moins pacifique entre les différentes communautés françaises et arabes. Et donc, cette société va se débarrasser, en tout cas souhaite se débarrasser de Meursault, parce qu'elle ressent la menace de ce personnage. Plus que n'importe quel rebelle ou anarchiste ou révolté, ce personnage est une menace du point de vue de l'appareil judiciaire pour la société. C'est la raison pour laquelle il est condamné à mort. La menace de quelqu'un d'étranger, donc de quelqu'un qui est en fait marginal. Alors, les personnages, ils sont peu nombreux. On a donc ce personnage de Meursault, qui est son nom de famille. On ne connaît d'ailleurs que ça. On ne connaît que son nom. C'est le narrateur du roman, donc c'est lui qui raconte l'histoire à la première personne. C'est le personnage principal. C'est un Français donc qui travaille, qui vit à Alger. On sait très peu de choses de ce jeune homme, donc qui est plutôt taciturne, on va dire.
sinon qu'il a abandonné ses études, qu'il a perdu son père et qu'il vient de perdre sa mère, donc, au début du roman. Il semble radicalement détaché de tout sentiment, de toute préoccupation, étranger aux différents aspects de son existence. Il est étranger à sa propre vie, à la société et aux conventions sociales. Ça, c'est très très important, j'y reviendrai. Et pourtant, c'est un être qui est sensuel, qui a une certaine sensualité. Ses sens sont en éveil et il est toujours tourné exclusivement vers le moment présent. C'est un être qui vit au présent, qu'au présent. Pas de passé, pas de futur. Et donc, si l'occasion se présente de passer la nuit avec sa nouvelle amie, ou d'aller se baigner, d'aller sur la plage, d'aller se baigner, eh bien, il ressent, là, oui, du bonheur. Son corps physique est heureux de cette expérience et de cette vie sensuelle. Donc, c'est là un peu le paradoxe du personnage qui n'a pas de sentiment, mais qui a une sensualité présente. Et le roman le montre bien. Par contre, quand cet ami Marie lui demande s'il l'aime ou s'il veut l'épouser, ça lui est égal. Non, après réflexion, non, il ne l'aime pas. Non, l'épouser, oui, pourquoi pas. Aller à Paris, quitter Alger, oui, ça lui est égal. C'est une phrase qui revient, en tout cas un sentiment qui revient. Ça lui est égal. Donc il peut le faire comme il ne peut pas le faire, ça n'a pas d'enjeu particulier. C'est très déstabilisant. Très déstabilisant. Trop l'habitude de cette description d'un être comme ça qui traverse la vie presque dans une certaine inconscience en fait. Donc son caractère, en tout cas son tempérament, l'empêche de se conformer aux exigences de la vie en société, ce qu'il faudrait qu'il fasse pour vivre en bonne intelligence, en bonne harmonie avec ses semblables. Et donc le roman est aussi évidemment une critique de ce côté conventionnel, de ce côté codifié de la vie en société. Que faut-il faire pour vivre en société ? Et Camus va montrer l'absurdité, en tout cas ce qui est pour lui l'absurdité, le non-sens d'un certain nombre de règles, de bonnes convenances, notamment, les citer, évidemment, lors de l'enterrement d'un proche, et tout particulièrement de sa mère, ou lors du procès. Donc, voilà un peu l'épaisseur de ce personnage énigmatique qu'est Meursault. Ensuite, il y a Marie. Marie, c'est une jeune femme, plutôt légère, légère dans le bon sens du terme, séduisante, qui aime la vie, qui est une ancienne collègue de bureau, qu'il a connue, puis qu'il a perdu de vue, et qu'il retrouve par hasard quand il revient justement à Alger le lendemain des obsèques. Et lors d'une baignade tout à fait heureuse, ils entament une relation amoureuse. Et là, on voit que leur corps arrive à bien communiquer. Et par contre, dès qu'il est question de sentiments ou de projets d'avenir, comme je disais, d'amour ou de mariage, c'est l'incompréhension, puisqu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. L'amour, le mariage, c'est important pour Marie. Et pour Meursault, ça n'a pas de sens. Et elle choisit malgré tout de l'accepter tel qu'il est. Et à un moment, Meursault explique, il écrit « Elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. »
Voilà, donc c'est une relation qui se noue dans une sorte de, voilà, de dit et de non-dit, où chacun va trouver quelque part un certain bonheur dans cette relation. Et puis on a celui par lequel le drame arrive, qui est Raymond Synthès, qui est le voisin de palier de Meursault, qui se dit gazinier, officiellement. En fait, c'est un proxénète qui n'a absolument pas bonne réputation. Et lorsque Raymond demande à Meursault s'il veut bien devenir son ami, enfin son copain, Meursault lui dit ça m'est égal, pourquoi pas. Et pourtant, Meursault va s'engager, mais comme presque malgré lui, auprès de Raymond, puisqu'il va même faire un faux témoignage, fausse lettre, pour disculper Raymond de violence conjugale vis-à-vis de sa maîtresse. Donc, il s'engage, mais sans apparemment se rendre compte de ce que signifie le fait d'être copain, de s'engager pour cet homme qui est vraiment un homme peu recommandable. Vous voyez que malgré tout, les événements vont s'enchaîner, puisqu'en fait, quand Raymond va venir à la barre, soi-disant, pour témoigner pour son ami, évidemment, tout ce qu'il va dire va se retourner contre Meursault, à charge, oui, tout à fait, à charge, alors qu'il venait le défendre. Donc Raymond est doublement à l'origine du problème de Meursault, par ce témoignage lors du procès, et avant cela, c'est lui qui va donner à Meursault le revolver, l'arme avec laquelle Meursault va tuer l'arabe. Voilà ce personnage qui est tout sauf recommandable. Donc, il y a deux relations en fait qui vont jouer. Marie, qui est plutôt sympathique, et Raymond, avec lequel on peut avoir l'intuition à la première partie que ça va être le drame. Mais il reviendra, le fait de nouer cette relation avec Raymond reste vraiment très, très étrange. Et puis on a, de manière collective, ceux qui sont appelés dans le roman les Arabes, qui sont en fait deux, celui qui va être assassiné et son frère. Et donc, c'est très significatif qu'on n'ait pas le nom de ces Arabes, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme une sorte de collectif indistinct. Et donc là, on peut interpréter, une manière d'interpréter cela, c'est qu'il y a déjà cette juxtaposition des communautés, dont je parlais tout à l'heure, mais déjà quand même se sent une fracture, un conflit entre les deux communautés. Donc, même si, je vous donne deux exemples. Même si Meursault ne manifeste aucune hostilité envers les Arabes, il les englobe donc dans cette bienveillance un peu détachée. On parle toujours les Arabes. Et même lors du meurtre, ces Arabes ne sont jamais personnalisés. Ils n'ont aucune voix au chapitre. Ils forment une sorte de masse indistincte. Le frère ne vient pas témoigner à la barre, à charge. Ça, c'est le procureur et l'avocat général qui s'en charge. Donc, ça, c'est quand même... c'est surprenant. C'est pour ça qu'il y a ce roman de Daoud qui veut, quelque part, donner la parole aux frères. Non, bon, arabe, ok, mais c'est aussi un être humain. Là, ils apparaissent peu comme humains. Mais un peu comme les autres, en fait. Et puis, il y a une autre scène, la scène dans la deuxième partie du parloir, où Marie vient voir Meursault
Et cette description matérialise un peu une rupture entre ces deux communautés, tandis que les Blancs restent debout et parlent fort pour essayer de se faire entendre, les Arabes restent accroupis et parlent bas. Donc il y a vraiment une description qui met en opposition les représentants de ces deux communautés. Il dit « Leur murmure sourd, parti de plus bas, formait comme une basse continue aux conversations qui s'entrecroisaient au-dessus de leur tête. » Alors là, il va y avoir aussi possibilité d'interprétation, pourquoi les Blancs sont debout, les Arabes sont assis, hein, donc avec une situation de supériorité physique, hein, pour les Blancs, une position de soumission, les Arabes. Bon. Ceci dit, je crois réellement que ce sujet politique, sociopolitique, est tout à fait mineur dans le roman de Camus, qui, par ailleurs, mais plus tard, prendra position, évidemment, dans la guerre d'Algérie, ce qui lui sera d'ailleurs beaucoup reproché, en tout cas, où il restera incompris, notamment des Sartriens, pour sa prise de position assez, on va dire, ambivalente, mais qui sera interprétée comme ambiguë, entre les deux camps. Bon. Ceci dit, revenons à ce qui est quand même l'essentiel du roman. C'est un roman, donc, de l'absurde. De l'absurde. Puisque ce roman est classé dans ce qu'on appelle le cycle de l'absurde, des œuvres de Camus, qui sont ses premières œuvres, auxquelles appartiennent aussi, bien sûr, le mythe de Sisyphe. Et vous rappelez la fin de Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et on a aussi la chute. Vous savez, ce roman où quelqu'un voit une femme se noyer et n'intervient pas pour la sauver. Ensuite, toute la suite, justement, la vie intérieure de ce personnage. Et puis aussi une pièce de théâtre Caligula. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'absurde. Alors, l'absurde, il faut bien essayer d'approcher de cette notion. C'est pas une notion aussi simple que n'y paraît. Camus en donne une définition très précise dans le mythe de Sisyphe. Dans l'étranger, il ne faut attendre aucune définition. On est dans l'action, dans le vécu, dans le ressenti. Mais dans le mythe de Sisyphe, on a une définition donc conceptuelle de l'absurde. Et l'absurde, il le définit par cette phrase, entre autres, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Là, vous avez une très belle définition de l'absurde. L'absurde naît du verbe naître, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Il y a un appel de l'être humain et en face à cet appel, silence. Le silence déraisonnable du monde. Silence radio. Donc, dans cette phrase, dans cette définition de l'absurde, c'est vraiment la concentration d'un conflit, d'une confrontation, et qui va sous-tendre toute l'œuvre de Camus. Deux forces s'opposent. L'appel humain, c'est-à-dire l'humain qui a besoin de connaître sa raison d'être. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le sens de son existence, la raison d'être de son existence, et l'absence de réponse du milieu où il se trouve. Alors bien sûr, c'est pas qu'il n'y ait pas de réponse. Par exemple, on va expliquer, et là on le voit bien dans la deuxième partie, la religion
est une réponse possible, mais qui ne satisfait pas Camus. Donc, l'homme vit dans un monde dont il ne comprend pas le sens. Il ignore tout jusqu'à sa raison d'être. Et c'est ça l'absurde. Et l'appel humain dont il est question, c'est la quête d'une cohérence. Et pour Camus, il n'y a pas de réponse à ce questionnement sur le sens de la vie. En tout cas, pas de réponse satisfaisante pour lui. Car, il dit, la seule réponse qui pourrait me satisfaire devrait avoir une dimension humaine. C'est pour ça qu'il refuse la réponse de la religion qui fait intervenir un Dieu qui n'est pas humain. Il dit, je ne puis comprendre qu'en termes humains. C'est ça qu'on va parler d'humanisme et que parfois on va le rapprocher de l'existentialisme. Je ne peux comprendre qu'en termes humains, et donc, en termes humains, je n'ai aucune réponse. C'est-à-dire, mon appel au sens, à la cohérence, reste sans réponse, c'est le silence. Et donc, l'absurde va naître de cette rencontre insatisfaite en l'homme, de son désir, du fait de pouvoir donner un sens à sa vie, et la non-réponse. Donc l'absurde, c'est aussi, ce que dit Camus, c'est ce divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit. Divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit. Donc le monde est absurde parce que nous lui demandons obstinément quelque chose qu'il se refuse tout aussi obstinément à nous accorder. Tôt ou tard, écrit Camus, un jour vient où l'on s'avise que le monde et les hommes nous sont opaques et où l'on affronte la perspective de la mort. Ce jour-là se révèle le sentiment de l'absurde. L'absurde est la première de mes vérités. Et il écrit ça dans le mythe de Sisyphe. Et cette première vérité, on le sait, va conduire à la seconde, qui est la révolte. C'est-à-dire, on ne peut pas rester passif face à cet absurde. La seule façon de l'assumer, ou pas de s'en sortir, mais en tout cas de l'assumer, de le revendiquer, cet absurde, c'est de se révolter. C'est pour ça que Camus va écrire L'homme révolté et qu'il va s'engager et qu'il va exprimer cette révolte contre l'injustice, contre le manque de liberté, enfin, tous les maux de notre époque. Comme il dit, je me révolte, donc nous sommes. Il revoit la formule du cogito de Descartes, je me révolte, donc nous sommes. C'est très beau cette formule. Je me révolte, donc nous sommes. Et ce qui est vraiment très intéressant dans l'étranger, c'est qu'on va avoir 99% du roman qui est dans ce sentiment de l'absurde, et à la fin, la révolte, qui est symbolisée par cet accès de colère, où le héros, Meursault, va assimiler, va assumer, va revendiquer l'absurde, et c'est de cette revendication, de cette prise de conscience de l'absurde que naîtra cette indifférence sereine au monde. Donc, c'est déjà une préfiguration de ce que sera le cycle de la révolte, et ce sur quoi débouche le cycle de la révolte dans l'œuvre de Camus, qui est l'amour. Ce qu'on avait étudié dans la pensée de Midi, enfin, l'amour, qui, là, dans l'étranger, ne s'exprime pas forcément sous cette puissance de l'amour, mais en tout cas, la tendresse.
une sorte de tendre indifférence, hein, comme il le dira. Bon. Donc, l'absurde, voilà la définition de l'absurde dans le mythe de Sisyphe. Et comment va-t-on le retrouver donc dans l'étranger? Comment s'exprime l'absurde dans le roman? Eh bien, Meursault éprouve le sentiment de l'absurde au quotidien. C'est pour ça qu'il y a cette toute première partie où il décrit un certain nombre de choses du quotidien les plus banales. Aller au travail, manger, dormir, faire l'amour, aller à la plage, des choses totalement banales. Et il ressent, il éprouve ce sentiment, j'emploie exprès ce terme, sentiment de l'absurde au quotidien, mais sans jamais le reconnaître comme tel. Il est guidé par ce sentiment presque malgré lui. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il fait les choses, mais il n'est pas là. Hein, sa conscience est ailleurs. Donc, c'est égal. Faire, ne pas faire, tout ça est à peu près sur le même niveau. Donc, on a ça, comme je disais, avant, dans tout le roman, sauf à la dernière page. Et donc, évidemment, Camus choisit de présenter ce personnage qui incarne l'absurde dans son rapport au quotidien. Comment l'absurde est vécu au quotidien. Et donc, qu'est-ce que c'est vivre l'absurde au quotidien? C'est vivre au présent, dans l'immédiateté, en fonction des choses qui se présentent, mais qu'on n'a pas choisies. On ne se questionne jamais sur l'avenir, on n'a aucun remords ni regret sur le passé. Hein, ça c'est vraiment prégnant dans toute la première partie. Et donc, c'est pour ça qu'il va décrire la vie de Meursault depuis le jour où il apprend la mort de sa mère, et il va raconter ses obsèques, le retour à la vie de tous les jours, et la construction de ces deux relations avec Marie et avec Raymond. Et puis, ce crime qui est perpétré sans aucune préméditation, et comme il est décrit, presque parce que, à un moment donné, le soleil l'aveugle. Il y a une telle pression, souffrance de cette lumière éblouissante de ce soleil que, presque malgré lui, il va tirer. Et encore tirer, là aussi c'est un peu paradoxal, 4 autres balles sur un corps déjà mort. Il est déjà en colère. Non, non. Ça il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore s'interroger. Hein. C'est presque une sorte de réflexe, un instinct. Il n'y a aucune raison. Hein, il a tiré à bout portant, le type s'écroule, est mort. Bon, pourquoi un peu cet acharnement? Ça lui sera évidemment reproché, hein, bien sûr. Et toute la deuxième partie, c'est le séjour en prison. C'est l'absurde, mais cette fois l'absurde du procès et sa condamnation à mort. Et ça va l'amener à changer. Pas dans l'absurde, mais dans son rapport à l'absurde. C'est-à-dire qu'il va se trouver brutalement confronté à l'absurde par les paroles du procureur, par les paroles de l'avocat général, les paroles assez insignifiantes de son propre avocat, parce qu'il est défendu quand même par un avocat, mais qui apparemment est assez médiocre. En tout cas, il est présenté comme tel. Et donc, il va être obligé, quelque part, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, hein, après, c'est une parmi tant d'autres, il va être obligé de revendiquer cette étrangeté, c'est-à-dire de rester campé dans ses positions, ce qui est une manière de dire, voilà, moi je suis étranger à votre monde, et je le reste. Je ne vais pas jouer la comédie que vous me demandez de jouer.
Et donc, il va revendiquer peu à peu, exprimer, en tout cas se questionner sur cette étrangeté. Et cette dernière rencontre avec l'aumônier, cette altercation avec l'aumônier, la crise de colère de la fin, va exprimer, là oui, le bref moment de révolte. Et on verra le geste que l'aumônier fait, qu'il l'insupporte, hein, il le prend par l'épaule, dit voilà, je suis ton frère, et ça provoque la colère, la révolte. Et dans toute la dernière page, mais vous voyez, c'est une page, la dernière, où l'absurde est intégré. C'est pas qu'il y ait plus et qu'on va trouver du sens à tout ça, non. Mais il est approprié, il est revendiqué, il est exprimé. Il devient lui-même. Il n'est plus cet étranger, cette espèce un peu de zombie, hein, qui traverse la vie comme si c'était quelqu'un d'autre. Et son esprit va éprouver la liberté, la sérénité. Il réalise qu'il a été et qu'il reste heureux. Et il y a cette expression absolument magnifique où il explique qu'il s'ouvre pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Voilà la formule. Choc. Lui aussi, il a, Camus, le don des formules choc. Il s'ouvre pour la première fois à la tendre, vous voyez, c'est la tendresse, la douceur, alors que jusqu'alors c'était quand même des relations assez anguleuses, hein, avec son environnement, la tendre indifférence du monde. Dans ce monde qui continue à être absurde, hein, l'homme qui assume cette absurdité ressent et pense cette tendre indifférence du monde. Il n'est plus seulement dans le ressenti, hein, dans la sensation, mais dans la pensée, puisque dans sa cellule, il a pu s'interroger. Comme il ne pouvait rien faire, hein, c'est l'intérêt d'être dans une cellule, on ne peut pas bouger, on ne peut pas continuer la vie quotidienne, donc on s'interroge, on se pose des questions, on prend un peu de distance, hein, de recul par rapport à ce que l'on est. Et là, il assume cette absurdité, et c'est ça qui le rend heureux, et comme on le verra, commence à une toute autre relation au temps. Très intéressant, il n'est plus simplement dans le présent, mais il a des souvenirs, il repense à sa mère, et avec une certaine, là aussi, on peut dire tendresse, mais il évoque le fait que sa mère, sur la fin de sa vie, ait voulu refaire un peu sa vie, soit de nouveau tombée amoureuse d'un compagnon, hein, dans la maison de retraite ou l'asile où elle était. Donc il évoque sa mère, donc ça veut dire résurgence, hein, des souvenirs, de la mémoire, et il commence à envisager des hypothèses, en tout cas de futur. Et si j'étais gracié ? Et si mon pourvoi était accepté? Ça, c'est complètement nouveau. Donc c'est comme si le fait d'assumer cette absurdité rendait à l'être humain la temporalité, et le fait de se situer quand même dans un passé, présent et futur, hein, ce qui nous est plus... Donc, vous voyez que cet absurde, il subit quand même des modifications. C'est d'abord et avant tout un sentiment, une sensation, que tout est égal, qu'on est dans la vie et on fait des choix, mais tout à fait contingents. Et dans la deuxième partie, l'absurde devient pensé, devient réfléchi et devient assumé. Il est le résultat d'une réflexion, en étant passé par ce court passage de révolte. Donc, ça veut dire que d'abord, l'absurde, c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est un mode de vie qui se situe essentiellement par rapport au mensonge
des valeurs sociales instituées, des codes conventionnels institués. Et à ressentir le non-sens, ou cette absence de sens, du monde commun dans lequel nous évoluons. Et c'est pour ça que face à ce mensonge, à ce non-sens, eh bien, il n'y a plus qu'à vivre le présent. C'est le seul choix. Sans l'angoisse du futur, ni le regret du passé. Donc, là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est une éthique, ou c'est un mode de vie qui diffère fondamentalement de l'existentialisme de Sartre, justement. Où on l'a vu, dans l'existentialisme de Sartre, c'est une éthique où l'homme se fait, rappelez, l'homme se construit, se fait, il devient ce qu'il se construit, ou se fait, et qu'il est une histoire, en fait, qui se constitue de manière continue, par des apports successifs, et fondée, comme on l'avait vu, sur la liberté, libre, condamné à être libre, donc liberté et responsabilité. Donc ça, c'est la vision éthique de l'existentialisme, notamment chez Sartre. Là, chez Camus, et dans l'absurde, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas l'idée de se faire. C'est un non-sens, c'est un silence, comme on l'a vu, entre l'appel et l'absence de réponse face à cette demande de sens. Et qu'il dit, c'est ce non-sens, ou ce silence, qui me rend et exalte ma liberté d'action. Donc, il est vrai qu'il y a aussi chez Camus cette notion de liberté d'action, qui est donnée par le non-sens. Donc, bien sûr, là, il se retrouve, mais pas en prenant le même chemin. Comme il y a non-sens, comme il y a silence, je suis libre de mon action, même si j'ai peu de critères pour choisir. Quand on l'a vu, ça m'est égal. Travailler à Alger, travailler à Paris, me marier, ne pas me marier, avoir Raymond comme copain ou pas, tout ça est neutre. Mais je suis libre. Et donc Camus va revendiquer cette liberté d'action, en sachant que cette privation d'espoir et d'avenir, comme il dit, signifie un accroissement dans la disponibilité de l'homme. C'est-à-dire, cette absence de réponse, ce silence déraisonnable, fait que l'homme absurde, qui se situe dans ce mode de vie absurde, se sent totalement disponible. C'est un mot quand même très, très intéressant. Disponible à son environnement. Il est ouvert. Et donc, c'est pas aussi simple que le fait d'être un peu étranger ou zombie ou inconscient. C'est que il a cette capacité de s'ouvrir aux opportunités, au tout possible, disponibilité à son environnement. Et c'est dans cette disponibilité que réside sa liberté d'action. Le fait de faire un choix plutôt qu'un autre. Et donc, ça c'est vraiment le socle de la vision de l'absurde de Camus, en tout cas dans toute la première partie du roman. Et ensuite, il va justifier, mais d'une autre manière, l'absurde dans la deuxième partie, cet absurde de l'homme qui va s'extraire de l'illusion quotidienne. L'intérêt de la prison, c'est qu'on n'est plus soumis aux codes sociaux, sauf au moment des plaidoiries, mais dans la cellule, dans l'obscurité, le silence de la cellule, là, il s'extrait de cette pression, de cette illusion du quotidien, et il peut donc réfléchir et s'approprier cet absurde pour arriver jusqu'à
ce ressenti de cette tendre indifférence du monde, qui lui fait éprouver le véritable mouvement du monde. C'est-à-dire, là, à la fin, il devient humain, quelque part, plus humain, selon nos critères d'humanité. Et donc, à la fin du roman, il éprouve des sensations que son immersion dans le quotidien lui avait ôtées. Et ce besoin quotidien de répondre tout le temps aux sollicitations et aux codes et aux conventions. Là, il s'extrait, donc il y a un détachement, il y a un recul, et là, il assume l'absurde, la révolte, et ça devient tendresse. Vis-à-vis d'un monde qui n'a toujours pas de sens. C'est clair. Mais c'est assumé. C'est conscient.